c'est les règles relatives à la suspension du contrat de travail. D'autant plus que j'ai l'impression qu'on a tous envie de voir s'éloigner dans notre rétroviseur la période du Covid. Mais alors vraiment loin, alors vraiment, hein, si possible. Et pourquoi? Parce que la question a eu un rebond pendant la période de Covid. Pourquoi? Parce que, oh là là, rien que d'en parler, ça me... c'était la période des suspensions de contrats de travail, indemnisés, pas indemnisés. Et là, autant sur les catégories objectifs, on a parlé du caractère collectif conditionnant l'exonération URSSAF, autant là, on s'intéresse à une autre condition de l'exonération de cotisation de sécurité sociale, c'est le caractère obligatoire. L'adhésion du salarié doit être obligatoire pour conditionner l'exonération URSSAF. Et depuis plus de 10 ans, la direction de la sécurité sociale, la DSS, avait produit une instruction pour dire bah, moi, le caractère obligatoire, je le précise selon moi, DSS, au regard des cas de suspension de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un cas de suspension de contrat de travail? Et elle avait dit, bah, pour moi, est conforme au caractère, moi DSS, est conforme au caractère obligatoire, le fait que vous mainteniez les garanties et le financement patronal dans deux hypothèses de suspension. Un, l'arrêt de travail pendant lequel le salarié perçoit une rémunération, le maintien de salaire, si vous voulez, le maintien de salaire, la mensualisation, comme on dit chez les professionnels de l'assurance, ou quand le salarié touche une indemnité journalière complémentaire. Donc, si vous voulez, dans ces deux cas-là, la DSS, depuis plus de 10 ans, avait dit moi, je veux que les entreprises maintiennent les garanties et le financement patronal. Dans les autres cas, bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez maintenir, vous l'écrivez dans votre DUE, votre accord collectif. Si vous ne voulez pas maintenir ou le faire payer par le salarié seul, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Le Covid a mis en évidence d'autres cas de suspension rémunérée. Et qu'est-ce qu'a fait la DSS? Elle a modifié son instruction en la matière. Et là, c'est le 17 juin 2021. Je vous dis, ils attendent toujours les beaux jours hein, pour faire de la production. Tout ça pour dire que maintenant, on dit que pour être conforme exonération URSSAF, il y a maintenant non plus 2, mais 3 cas de figure dans lesquels on doit maintenir le régime avec financement patronal. Les deux premiers, on les a cités, c'est 1, l'arrêt de travail rémunéré. 2, la perception d'indemnité journalière complémentaire, comprenez via l'assureur. Ça ne bouge pas, c'est comme avant. Ce qui est ajouté, le troisième cas qui est ajouté, c'est le cas où le salarié est en suspension et qu'il perçoit un revenu de remplacement versé par l'employeur. Et là, vous retrouvez notamment des congés de mobilité, et notamment l'activité partielle ou l'activité partielle de longue durée. Il y a bien une rémunération versée par l'employeur, et là, on doit maintenir obligatoirement. Alors, il y a quand même des trous dans la raquette, pour information. Par exemple, un salarié qui perçoit une rente d'invalidité servie directement par l'assureur n'est pas concerné par ces cas de maintien obligatoire. Parce qu'il n'est pas en arrêt de travail, il est en invalidité, il ne touche pas des IJC, il touche une rente d'invalidité, et il ne touche pas un revenu de remplacement versé par l'employeur. Donc il est hors de cette obligation. Et donc il faut modifier l'acte pour prévoir ce troisième cas. Une fois encore, c'est ça la réforme. Et alors là, pareil, rebelote, la mécanique on retrouve. C'est que pourquoi on retrouve la mécanique effroyable de quand il faut le faire et comment. Et là, je vais tout de suite foncer parce que sur l'application dans le temps. C'est qu'on dit que normalement, vous êtes supposé avoir des contrats d'assurance qui ont été mis à jour, des contrats d'assurance de cette obligation au 1er janvier 2022. Qu'à un cas, les assureurs ont mis à jour leur contrat d'assurance. Je dis qu'à un cas parce que pas totalement, là encore. Vous avez des super panzers à l'approche du port qui, lorsqu'ils doivent tout changer la direction ou freiner, le temps qu'ils freinent, le temps qu'ils arrivent, voilà, il y a toujours un peu de délai. L'avantage, c'est qu'ils ne donnent pas de nom, hein, donc voilà. Et par contre, il faut, là aussi sur ce sujet-là, nous dit la DSS, là aussi sur ce sujet-là, il faut modifier l'acte collectif. C'est-à-dire, vous devez, et c'est ça que vous devez avoir à l'esprit, c'est ça l'information sur ce point spécifique, vous devez modifier votre accord collectif, vous devez modifier votre, si c'est le cas, décision unilatérale de l'employeur. Et cette décision unilatérale de l'employeur, si c'est celle qui vous concerne, vous devez, nous dit la DSS, la modifier avant le 1er juillet prochain. Donc attention, là, il y a un petit effet d'évolution. Justement, c'est que vous devez, dans vos réflexions en la matière, savoir, dans votre calendrier de travail sur ces sujets-là,
qu'il faudra quand même refaire la décision latérale pour ajouter ce cas de suspension. Donc ce cas de suspension, c'est lequel? Je le répète, c'est suspension contrat de travail, au titre duquel le salarié perçoit un revenu versé par l'employeur. Perçoit un revenu versé par l'employeur. On peut faire un ajout. Alors après, si on fait l'ajout, c'est-à-dire que quand j'embauche un salarié, je lui remets les deux documents. Je le mets Alors ça peut être aussi le cas, tout à la fois les catégories objectives ou le cas de suspension, aussi parfois pour regarder si vos pratiques de formalisation, je l'ai dit tout à l'heure, sont toujours propres. Non pas que je doute, si vous êtes accompagné, je suis assez confiant, mais je veux dire par là, la vie est ce qu'elle est. Quand on voit, ce qu'on entend ce qu'on pense, on ne peut pas s'empêcher de penser ce qu'on pense. Donc il faut pas, c'est vrai, il faut toujours vérifier ça. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un peu laissé filer, par exemple, qu'on n'a pas forcément un process RH d'embauche qui contient tout à la fois la remise de l'écrit de la DUE, la remise des notices d'information, s'il vous plaît. Non pas que les notices d'information conditionnent l'exonération SAF, mais les notices d'information permettent d'avoir, quand on a la preuve de la remise au salarié, que le salarié a le document, notamment pour lui rendre opposable les exclusions et limitations de garantie. Donc, en process RH, là, c'est pas de l'actualité, mais c'est un petit rappel pour bien serrer les boulons. Vous devez normalement, si vous êtes en DUE, tout à la fois avoir un process RH de remise de l'écrit de la DUE, preuve de la remise, et de remise de la notice d'information ou des notices d'information, preuve de la remise. Et si c'est propre chez vous, si vous avez 70 salariés, vraiment, vous devez avoir 70 preuves en la matière. Donc vigilance, regardez bien ça. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous avez il peut y avoir le pas de chance du pas de chance, probabilité assez faible, mais quand ça arrive, c'est très désagréable. C'est que vous avez un salarié qui va faire de l'escalade, à Fontainebleau, escalade sa figure. Là, vous avez une liabilité lourde, puis l'assureur dit moi je couvre pas parce que j'avais dans mes contrats une exclusion de garantie pour ce type de sport dangereux. Et là, d'un coup, on se retourne, dit mais attendez, est-ce que c'était prévu dans la notice d'information? Et est-ce que l'employeur a remis la notice d'information, qui est une obligation de l'employeur? L'assureur établit une notice, la passe à l'employeur, et c'est l'employeur qui la remet au salarié. Je ferme la parenthèse, vigilance, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit.